Reflet, épisode 5. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle sélection, toujours auprès de notre chère équipe. Je suis ce soir en compagnie de Camille, que nous ne verrons pas pour des raisons de connexion, critique de cinéma, rédactrice sur le site internet On se fait un ciné, et qui a récemment participé à la revue Lumière pour son premier numéro qui revient sur les films de 2023. Bonjour Camille. Bonsoir. Déjà 5 épisodes, eh ben dis donc, c'est Ah, ça va vite, productif. hein. Enfin, ça va vite. On prend notre temps quand Ah, même, mais ça va à peu près vite. La revue félicitations à Lumière, l'équipe. tu nous en dis deux mots? Oui, bah écoute, c'est un recueil qui est né de la plume d'une dizaine de rédacteurs, surtout des jeunes. On a entre 17 et 23, 24 ans. Les rédacteurs en chef sont situés à Besançon, donc Besançon, ville natale des Frères Lumière, apparemment. Et donc, dans la revue Lumière, on revient sur l'année 2023 au cinéma avec une sélection, ma foi, tout à fait éclectique. Et des plumes également éclectiques et très diverses. Donc, voilà, si vous avez envie de vous replonger dans cette année qu'on vient de passer, très riche en cinéma, sous différents points de vue, je vous invite à vous procurer cette petite revue. Superbe. Nous sommes également en compagnie donc de Nicolas. Nicolas, créateur de la chaîne Artopolis, mais surtout cinéaste, et qui a lui aussi une actualité, puisque Nicolas, tu viens de proposer en ligne ton nouveau long métrage Temps. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir, et merci pour la pub gratos. Bah, pub gratos que tu vas pouvoir faire même là d'ailleurs en Ouais, quelques mots. oui, oui. Temps, ça parle de quoi? Donc, Vas-y. étant film élaboré en été et terminé il n'y a pas très longtemps, qui parle donc de la thématique du temps à travers un voyage personnel et surtout global autour de cette idée. Voilà. Donc, et donc, film de 2h15, un peu long, mais qui, j'espère, passe vite. Tout le monde charbonne, hein. Ouais. Oui, j'avoue qu'effectivement en équipe, on n'a pas encore eu le temps de, de se plancher Oui, dessus, mais bon, voilà. ça risque d'être Je fait précise prochainement. que On en fera la j'ai promotion. j'ai pas eu le temps de voir tous les films de la sélection de ce soir, alors ton film, Nicolas, je n'ai pas non plus le temps de le découvrir, mais ça viendra. Et Parfait. en parlant des films de la sélection de ce soir, ensemble, nous allons revenir, comme la formule le veut, sur une sélection de 3 films d'actualité et un film du passé. Nous débattrons ensemble de Conan de Bertrand Mandico, de La Chimère d'Alice Rohrwacher. Nous conclurons avec Perfect Days de Wim Wenders. Et pour accompagner cette sortie, je vous ai proposé de revenir sur un autre film de Wim Wenders, donc, qui se déroule également dans la capitale nippone. Tokyo Ga, un documentaire sur les traces de Yasujiro Ozu, sorti en 1985. Bon, plutôt un programme un peu chargé. On va se lancer dedans. Et on commence tout de suite avec donc Conan de Bertrand Mandico, le 29 novembre en salle. Nous suivons l'histoire de Conan, dont le nom faisant référence au célèbre barbare mis en scène au cinéma par John Milius en 1982 n'est pas anodin, puisqu'il s'agit d'une relecture au féminin du personnage créé par Robert E. Howard en 1932. Nous retrouvons donc une jeune Conan qui suit différentes épopées à travers plusieurs générations, mais aussi plusieurs visages, puisqu'elle est interprétée par 6 comédiennes différentes. Chronologiquement, Claire Duburc, Christa Terré, Sandra Parfait, Agatha Buzek, Nathalie Richard et Françoise Brion. Nous retrouvons surtout l'univers visuel de Bertrand Mandico, ici à mi-chemin, et je dis cela sans la moindre attention péjorative, entre le glamour sensuel et débridé que ne renierait pas Clive Barker pour une nouvelle itération de son célèbre Hellraiser, et un clip de black metal alliant malsain et fascination. Un univers assez unique, difficilement accessible, du moins je parle en mon nom, mais pas forcément donc pour tout le monde. Nicolas, toi tu me disais en off que tu ne trouvais pas cet univers si étrange que ça d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et pour une simple et bonne raison, ça fait beaucoup de temps que je suis l'univers de Bertrand Mandico, univers découvert grâce à ma petite sœur, que je salue, qui avait vu à Brive, il y a quelque temps, le film Bourré in the Box. Qui est un... Parce qu'il faut retracer un petit peu
Mandico dans le contexte du cinéaste qu'il est. C'est-à-dire que Mandico est un cinéaste tardif, dans le sens où il est arrivé vers le long métrage tardivement, puisqu'il vient d'abord du court métrage, du moyen métrage. Il a une énorme œuvre composée de court métrage et moyen métrage, qui, si on l'a compilé, durerait plus longtemps que n'importe quel film existant. En fait, pourquoi c'est pas si étrange que ça à mes yeux? Ça dépend de quelle manière on définit l'étrangeté, en fait. Parce que si on parle d'étrangeté, de l'étrangeté que l'on n'arrive pas à saisir, etc., euh, je ne pense pas que le cinéma de Mandico soit dans cette eau-là. Pourquoi? Parce que je trouve que dès le départ, Mandico ancre son cinéma dans l'étrange, mais dans ce monde-là, en fait. Et ce qui fait que c'est plus facile à accepter qu'un film qui partirait du réel et qui irait vers l'irréel, en fait. Et là, en fait, la seule attache qu'on a, c'est dans les films de Mandico, c'est d'essayer de comprendre. Et donc, c'est plus facile à appréhender parce que le seul réel qui existe, c'est celui du film, c'est-à-dire celui du monde qui entoure. Surtout que Conan, bon, moi, je trouve personnellement, on en parlera là. Pour le coup, je n'ai pas trop donné mon avis par rapport à ça, mais c'est le film que je trouve le plus accessible parce que c'est celui qui a vraiment une structure. Disons que, alors c'est pas un reproche, hein, au contraire, mais les deux précédents longs métrages de Mandico étaient très brouillons, mais brouillons dans le sens où dans la progression de l'intrigue en fait, volontaire, hein, de manière volontaire. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, euh, les garçons sauvages un peu moins, mais plutôt After Blue. After Blue était vraiment dans un truc très avec des errances un peu volontaires qui pouvait perdre le spectateur. Là où vraiment Conan ne s'arrête jamais et dans une espèce de progression. Et puis voilà, c'est puis pas si étrange que ça, peut-être parce qu'aussi ce qu'il raconte finalement ne l'est pas. Et l'univers est là surtout pour revenir vers le réel, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc voilà. Et j'adore le film, hein, mais on va en parler, mais j'adore le film, c'est mon préféré de Tico. Voilà, c'est... Bah écoute Nicolas, moi je partage totalement ton avis et je vais aussi rajouter mon expérience de spectatrice qui n'est pas du tout familière avec l'univers de Mandico. Moi c'est le premier que je voyais et donc c'était un plaisir de le voir en salle. Et on m'avait prévenu que c'était peut-être le moins accessible, le plus bizarre de sa filmographie. Et en fait, comme tu l'as très bien dit, bah, moi, j'ai pas du tout ressenti comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti que c'était un film difficile d'accès, même si effectivement, bon, il est pas haut en couleur, il est en grande partie en Mm. noir et blanc, il est un peu, il a des codes un petit peu bizarres, il part, non, je vais même pas dire qu'il part dans tous les sens, mais il a un côté étrange, ça c'est sûr, mais voilà, comme tu l'as relevé, dès le début, il y a un décrochage qui s'opère avec la réalité, et dès les premières secondes, on est entraîné sous l'eau, et en fait, j'étais un petit peu comme une enfant devant un Miyazaki qui voit plein de couleurs, qui voit plein de personnages différents, et et en fait, et qui accepte tout simplement cette étrangeté. Et j'ai totalement accepté cet univers un peu foufou, on va dire. Et j'y ai cru. Et c'est pour ça que je trouve que cet univers est crédible. Et aussi, la structure du récit aide parce qu'elle est effectivement accessible. Et les films précédents de Bertrand Mandico ont l'air plus brouillons dans leur schéma narratif. Et celui-ci, au final, se tient très bien. Et ouais, c'est un délice de le découvrir. J'ai vraiment adoré le film et je m'y attendais absolument pas. Mm. Ah, c'est assez intéressant de faire cette question de l'accessibilité. Effectivement, c'est aussi pour ça que je voulais aller un petit peu là-dessus. Moi, comme Camille, c'est le premier Mandico que je découvre au cinéma. Et par un malheureux hasard, j'ai cette tendance à le confondre
avec un de ses enfin, avec un de ses homonymes juste de prénom, puisque à chaque fois, je confonds Bertrand Bandico et Bertrand Bonello. Donc quand on Mmh. me dit univers un peu particulier avec le Bertrand Bandico, vu que Bonello lui aussi a un univers un peu particulier, je confonds leurs films et donc je vais là-bas en me disant j'ai déjà vu Nocturama, j'ai déjà vu Zombie Child, je vois à peu près ce qu'il veut faire. Je me retrouve dans un truc totalement à part. Je réalise que ce n'est pas le même réalisateur. Et moi, ça a été assez compliqué. C'est un film qui a enfin, on en avait discuté, avec Nicolas, par la suite. C'est un film qui a fini par grandir, donc ça peut être intéressant, de questionner ça ensuite. Mais ça a fait quand même un effet de rejet, je trouve, dans l'imagerie, comme je disais moi. Enfin, une imagerie pourtant avec laquelle je suis, enfin, pas non plus familier, mais avec laquelle je n'ai pas forcément d'entrave puisque voilà, enfin les clips qu'il référence, j'en regarde régulièrement, enfin voilà, c'est quelque chose qui devrait me parler. Il y a beaucoup de choses qui appelaient l'œil, ne serait-ce que par des petites références. Moi, ça me fait toujours, plaisir quand, la personne référence des choses qui ne font pas partie du tout venant, pop culturel moderne. Comme par exemple, ce passage où on voit, donc la Conan, je crois, de 45 ans ou 35 ans, je ne sais plus, qui est, dans un salon et qui est assise à côté d'un vinyle de Klaus Nomi. Voilà et qui, bah, du coup, me rappelle totalement à cette imagerie-là et voilà, enfin donc du coup, c'était assez étrange de me dire que je suis dans quelque chose qui ne me surprend pas, mais qui n'arrive pas, à me capter, qui n'arrive pas à me parler. C'est vraiment par la suite, en réfléchissant, à ce que le film, heu, voulait me dire, à ce qu'il essayait un petit peu de dénoter, ce qu'il a voulu proposer, que, j'ai réussi à me raccrocher à une lecture, une interprétation qui, ben, que je vous partagerai par la suite, qui n'est peut-être pas forcément d'ailleurs la plus pertinente possible, mais qui en tout cas, moi, a fait que j'ai réussi à trouver du sens dans ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que Mmh. sur le moment, l'impression de voir quelque chose peut-être d'un petit peu brouillon, de voir juste des espèces de scénettes qui s'enchaînent sans grand sens, juste pour le plaisir, peut-être de provoquer un petit peu, d'aller dans certains trucs, de provoquer par quelque chose qui, moi, me charme en plus, puisqu'il y a un côté reprise de pouvoir féminin sur une histoire, enfin celle de Conan, qui est quand même globalement très masculine. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui a nourri un peu la lecture que j'en ai. Mais c'était très compliqué. En salle, en tout cas, de découvrir le film, de l'apprécier à sa juste valeur, de réussir à me plonger dedans. Voilà, si on devait s'arrêter au sentiment premier. Je sais pas qui veut partir du coup sur quelque chose d'un peu plus, avant, dans le film? J'aimerais bien rebondir ce que tu viens de dire, mais j'ai pas une très bonne connexion, donc bon, on verra bien. Ouais, non, juste pour dire que moi, j'ai vraiment eu une expérience totalement inverse à celle que tu racontes parce que tu disais que tu as appris à apprécier le film avec l'interprétation que tu t'en es fait. Et moi, au contraire, on va dire que comme je savais que le film était assez, comment dire, assez étrange et que j'avais peur de vraiment me décrocher, j'ai été vraiment rassurée en voyant le film, en me rendant compte que je pouvais passer outre le travail de stylisme et en fait, je pouvais apprécier directement la matière première du film en fait. Et ça a été une vraie jouissance de le voir. Et justement, oui, tu parles de petites scénettes qui se succèdent et elles ont toutes été absolument. Leur enchaînement peut paraître effectivement hasardeux, mais peut-être miraculeusement pour moi, ça a vraiment. J'ai vraiment tout adoré dans le film. Et dès le début, avec cette séquence un petit peu sans ce plan séquence dans un décor totalement artificiel, lui aussi, je sais plus, on est dans les murs couverts d'aluminium ou de miroirs, je ne sais plus. J'ai vraiment des impressions très particulières qui se détachent de chaque plan et de chaque scène. J'ai vraiment basculé dans un autre univers et j'ai l'impression qu'avec un autre film, peut-être, tous ces échanges et toutes ces propositions différentes n'auraient pas fonctionné. Mais là, ouais, il y a un côté miraculeux où tout comme un mécanisme bien huilé, tout s'accorde, ouais, tout fonctionne ensemble. Et il faut que je réfléchisse en même temps, en vous écoutant, à pourquoi ça fonctionne aussi bien sur moi. Je sais pas si vous avez des pistes. Bonne Nicolas, tu auras peut-être plus de pistes, sur justement cet onglet-là spécifique. Moi,
Alors, je ne saurais pas expliquer parce qu'évidemment, chacun, enfin, on a tous notre manière de recevoir ce que l'on voit. Mais là où ça pourrait être un peu explicable, je pense que c'est parce que, à mon avis, et là, et encore une fois, c'est pas du tout pour dénigrer les autres films qu'il a fait avant, mais je trouve que Conan est une œuvre de maturité dans le sens où, alors, le terme est pareil, c'est galvaudé. Enfin voilà, c'est quoi une œuvre mature dans une filmographie? C'est toujours un peu compliqué. Mais là, la maturité, elle se situe surtout dans la manière qu'il a de trouver un équilibre dans sa manière de traiter son univers. Alors peut-être que les autres films de Mandico vous plairont tout autant, mais je sais que moi, me concernant les deux précédents films, même si je les adore, je les admire profondément, il y avait toujours un truc qui manquait, que je ne saurais pas forcément expliquer, mais moi je pense que c'était surtout une histoire d'équilibre et de structure. Et je trouve que dans Conan, il y a aucune aspérité, quoi. Il y a rien qui dépasse. Et surtout, l'enchaînement est parfait. Et aussi, autre chose que je trouve formidable, c'est que il y a les personnages avant chez Mandico, j'ai trouvé un peu de glace. Enfin, je trouvais qu'ils étaient un peu emprisonnés d'une espèce de style un peu, je sais pas, un peu chic, dans le sens où ce sont des personnages un peu difficiles à appréhender, là où vraiment dans Conan, il y a l'émotion qui va avec, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de moins conceptuel et de plus engageant, tout simplement, hein, parce que rien que le personnage de Rainer, moi, que je trouve formidable, qui est véritablement un personnage de conteur, et qui, en plus, a un impact direct sur la mise en scène du film, notamment avec son appareil photo, les jeux sur la lumière, etc., sur la couleur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il reste, en plus, bon, en plus d'avoir quand même un masque formidable, enfin, le masque est incroyable. Il y a cette espèce de fil qui se construit avec lui, qui fait que cette histoire avec Conan, on y croit, et on croit aussi à l'amour qu'il y a entre ces deux personnages, et à tout l'aspect sordide du film, qui est assez beau, en fait, hein, finalement, c'est très beau. Enfin, moi, même la scène profondément dégueulasse de cannibalisme de la fin, je la trouve très belle. Il y a quelque chose de très amusant, d'assez malin, qui est très plaisant, quoi, qui pioche un peu chez Pasolini ou même c'est Ferreri, je crois, je sais plus, le réalisateur de La Grande Bouffe, mais il y a quelque chose de très beau, quoi, de très poétique, et je trouve qu'il a réussi vraiment à garder ce qu'il a, voilà, ce qu'il a fait depuis des années, hein, c'est-à-dire cette espèce d'univers un peu étrange, toujours mêlé avec une envie quand même de bouleverser les codes et surtout les codes politiques, hein, parce que la représentation du corps féminin et du corps tout simplement et de l'être humain chez Mandico est toujours accompagné d'une forme d'hybridation, presque bah, il est question de la transidentité, quoi, hein. Et c'est tellement bien abordé, quoi. C'est surtout dans celui-là, hein, je trouve que la mutation du personnage de Conan est très très belle, quoi. C'est voilà. Je pense que c'est ça aussi qui fait que le film est assez fort et beau. Et c'est un Mais film de la d'ailleurs, tu parles de déconstruction cette scène de... totale. Camille, tu Deux. disais? Je dis c'est un film de la déconstruction totale, à tous les points de Hmm. vue. Bah, totalement. Et d'ailleurs, enfin, tu parles de cette scène de cannibalisme, Nicolas, et là, Camille vient de dire que c'est un film de déconstruction. Ça y rejoint, parce qu'il y a un côté de digestion du mythe aussi. Enfin, ce qui est assez amusant, c'est qu'on pourrait sentir, tu sais, toutes les critiques qui pourraient dire que justement, on reprend un mythe et on le féminise, et c'est pas bien. Et la réponse à Mandico de ça, c'est que de toute façon, un mythe doit être remâché, redigéré, et que pour pouvoir avancer, il faut aussi déconstruire tout simplement les carcans que l'on a, et ça commence par les acquis. Ce n'est pas forcément créer de nouvelles choses, mais revenir se questionner sur les histoires. Moi, c'est pour ça que là, je prends la parole, parce que ça rejoint un petit peu, moi, ce que j'ai réussi à dénoter du film, enfin, en tout cas, Mm. l'idée que je m'en suis fait. Et pour ça, je me suis raccroché de nouveau. Alors, non pas forcément à l'itération du personnage qu'il y avait dès les années 30. Ça, j'avoue que je ne suis pas très connaisseur
de ce de ce qui avait été fait avec Conan à cette période, mais je me suis rattaché donc à ce qu'on connaît nous principalement, c'est-à-dire le film de Milius, qui est, au final, d'une certaine manière, un miroir complet de ce film parce que c'est une ode à la masculinité sous absolument toutes ses formes. On ne parle que de, décastration totale, du fait d'affirmer son virilisme par les grosses épées, les gros muscles. On utilise Schwarzenegger qui était, ben, voilà, monsieur univers à cette période, qui était, voilà, un monstre de muscles et de ce que beaucoup, identifient comme une forme de virilité absolue. Et là, du coup, le film fait l'exact contraire. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et je repensais au rapport, aux femmes qu'il y avait dans le film de Milius, qui est un rapport quasi inexistant. Les femmes sont des objets. Ça me faisait penser un peu, tu sais, vous savez, je vais faire un parallèle complètement anodin, mais une phrase me faisait penser à ça. C'est l'introduction de God of War. Au moment où on bat Mmh. une espèce d'île sur un bateau et on voit une cinématique et on voit donc Kratos qui est dans un lit avec une dizaine de femmes qui le regardent, qui le touchent. Enfin là, bon, évidemment, le jeu se passe de certains détails. Et la voix off dit peu importe le nombre de femmes qu'il avait dans son lit, elles sont inutiles face à sa quête qui lui prend tout son esprit. Et j'étais là en mode oui, donc les femmes sont vues comme une distraction dans ce genre Mmh. d'univers. Et dans Conan, c'est exactement ça. Elles peuvent être fatales, elles peuvent potentiellement faire influer l'histoire par un caractère fort, mais elles sont avant tout des réceptacles d'un fantasme très masculin qui sert à les faire avancer. Et alors, je n'ai pas revu le film, mais je me suis imaginé le nombre de femmes qu'il voyait dans le film en me disant: «Et si toutes ces femmes qu'il voyait, qu'il utilisait comme des objets, qu'il jetait sur le bas-côté en disant: "Allez maintenant je continue ma quête, mais je me divertirai avec ta voisine ce soir"», est-ce que ce ne sont pas ces femmes-là, justement? Parce que, chaque scène est agrémentée d'un meurtre. À chaque fois, là, Mmh. Conan de 25 ans arrive, quelques années après, voilà comment dire? Hem l'accession, on va dire, à des pouvoirs et des privilèges de la Conan de 15 ans et la tue pour exister. Puis celle de 35 ans fait le même schéma. Et donc je me suis dit: «C'est un petit peu ça». C'est un petit peu comme si toutes les femmes de Conan revenaient et le tuaient pour exister, pour dire: «Maintenant, c'est mon histoire et mon histoire sera agrémentée de différentes aventures qui vont singer les tiennes, mais pas exactement». Voilà, et je trouve ça intéressant d'avoir en plus ce côté, enfin, ça parle aussi de mémoire et de souvenirs puisqu'on commence avec la Conan vieille qui vient, qui est un peu perdue, qui ne sait plus qui elle est et on la redirige à travers son histoire pour lui dire: «Voilà, tu es aussi ça, tu es aussi toi-même un mythe». Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressé et ce qui fait qu'au final, même si là je me suis pas reconfronté au film, hein, je l'ai pas revu et si ça se trouve, peut-être que je l'apprécierai pas non plus la deuxième fois en le voyant, mais il y a ce petit quelque chose qui fait que j'aime ce que ça veut raconter et la façon Mmh. dont ça le fait. Voilà, donc ça, je sais pas du tout ce que vous allez en penser, donc je vous le jette en pâture, maintenant, lâchez-vous, quant à ce que ça vous fait penser et puis aussi, partagez, vos avis et ressentis et analyses sur le film, à votre tour. Mmh. Hem, Bah, alors ce que je pourrais dire, c'est que, voilà, moi j'ai pas eu, toutes ces pensées-là sur le film. Hem, mais je dirais que voilà, ce qui est très intéressant dans le film et on sera tous d'accord, là-dessus, c'est, la relecture, les relectures, du mythe et en fait, ce qui me plaît dans le film et ce que j'ai apprécié, dans le matériau de base, c'est le rythme, le travail du rythme et le fait de renouveler le mythe à l'intérieur du film, plusieurs fois heu, avec plusieurs tons, plusieurs, scénettes, plusieurs décors, plusieurs, périodes. Hem et après, ouais, j'ai quand même du mal à retrouver ce que tu me dis. J'ai vu le film de Milus il y a pas si longtemps. Je sais pas, en fait, j'ai tellement apprécié le film, en tant que produit, visuel, assez incroyable et en tant qu'œuvre au rythme parfait. Je pense que c'est surtout ça qui a joué dans mon appréciation première. Que j'ai toujours un petit peu de mal lorsqu'on commence à partir, sur des strates de lecture assez profondes comme ça. Surtout pour un film, de cette stature. Mais Nicolas, nous t'écoutons. Moi, j'avoue, je suis assez séduit par la lecture de Thierry dans le sens où c'est pas anodin quand on veut faire un film qui s'appelle Conan et que l'on le féminise en fait ce personnage-là. Donc déjà, Bon, bien sûr, évidemment bien il y a sûr. un choix, ouais, il y a un choix qui est une réponse quoi. Et c'est toujours intéressant surtout
lorsque les films et les œuvres se répondent entre elles, parce que c'est important et ça permet le dialogue. Et donc, après, oui, évidemment que pour remettre dans le contexte le film de John Milius, bah oui, c'est sûr, c'est un film particulièrement masculin parce que déjà élaboré dans une certaine période qui est, C'est un pur produit de son époque, hein, nous sommes voilà, d'accord. c'est un pur produit de son époque. Une très belle œuvre quand même, ça c'est sûr. Moi que j'aime beaucoup, qui effectivement, les femmes dans le film sont plus des objets. Oui, aussi on a toujours cette idée, tu en parlais il y a quelques minutes, de la femme dans la quête du héros qui est une gêne, en fait, qui l'empêcherait de progresser, et où souvent la... Mais ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui est extrêmement présent dans les œuvres héroïques, très souvent, d'ailleurs, d'heroic fantasy, où le personnage féminin soit est perfide. Souvent, il y a des personnages qui sont des sorcières, des femmes traîtresses qui finalement avec lesquelles on couche et qui veulent nous tuer. Bon, c'est des choses voilà qui reviennent évidemment, qui font partie aussi de cette mythologie. Ce qui est intéressant avec le film de Mandico, c'est que j'aime bien l'idée, oui, effectivement, soit c'est les femmes de Conan qu'on voit chez Conan qui reviennent, ou tout simplement c'est Conan qui finalement décide d'être plus libre. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est ça qu'on a un personnage qui est en quête de liberté totale. Alors je connais les lectures nietzschéennes du personnage de Conan dans le film. Alors oui, effectivement, mais Conan quand même est un peu un personnage enfermé, dans tous les cas, dans une espèce de logique masculine. Là où, en fait, ce qui est très intéressant avec le personnage de Mandiko, c'est que c'est un personnage qui va au-delà de tous ces questionnements de genre, et du coup, le fait qu'il n'y ait plus cette espèce d'emprise, on a un personnage qui s'affranchit, même qui est hors du temps. Ça, c'est très beau, parce que ça en fait un personnage finalement qui à la fois tragique, mais en même temps qui semble être, être beau, mais qui a aussi sa part d'ombre. C'est ça que j'aime beaucoup. Dixit, le passage avec la Conan nazie, que je trouve très drôle. Et, et la finalité de Conan, qui est quand même d'exister, d'inspirer les artistes, etc. C'est très beau quand même. Il y a un truc. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que d'aller au-delà du fait que ça soit juste Conan et de repenser le mythe, ce qui est pas du tout bête dans le sens où si on en reste à la lecture du mythe habituel, qui est la lecture la plus simple, qui est celle du livre, alors que moi j'aime bien hein, la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui est donc une lecture du mythe, du fantastique et du conte, qui est très lié à la psychanalyse freudienne. Si on en reste que là, on ne peut pas dépasser déjà une approche et aussi dépasser l'imagination. Parce que si on s'en tient juste à des choses, des considérations qui sont liées à un autre temps, on ne peut pas faire évoluer le mythe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, disons que Mandico, dans la manière qu'il a de reprendre les mythes, il les dépasse à chaque fois, en fait. Même dans, et pourquoi je parle de cette lecture freudienne, c'est que effectivement, si on regarde beaucoup de contes, etc., et de contes au cinéma, il y a toujours cette espèce de lecture psychanalytique qui reste. Et je trouve que, après on pourra me contredire, mais je trouve que le film de Mandico, il va un peu au-delà de ça quand même. Voilà, il n'est pas enfermé dans des considérations. Je trouve qu'au contraire, c'est très moderne en fait. La manière qu'il a de questionner notamment bah, des trucs tout simples comme l'identité. Et ça fonctionne très bien, quoi. Et il y a un caractère assez, alors pas forcément mortifère, mais tu sais, peut-être un petit peu, enfin, fataliste en ce qu'il dit aussi Oui. que les nouvelles identités, si elles doivent exister, il y a une volonté aussi qu'elles soient éphémères. Enfin, Mm. tu sais, de la part de la société en général qui pense que, beaucoup de choses, bah, notamment la transidentité dont on parlait tout à l'heure, ne sont que des phases par lesquelles on va passer, qu'on va finir par abandonner, ces sortes de lubies modernes selon beaucoup. Je trouve que Mandico a une façon de le retranscrire à l'écran qui est assez intéressante ça. C'est quand c'est avec le personnage de Rainer dont on n'a pas forcément parlé, donc cette espèce de femme homme chien qui guide Conan, donc bah, la Conan âgée d'une certaine façon vers la mort, puisque c'est un petit peu le côté,
suis le gardien des enfers et je te mène vers ta dernière itération. Mmh. Et ce personnage-là, donc, accompagne Conan tout au long de ses différentes existences, mais ne vieillit pas. Jusqu'à ce qu'on puisse même penser que c'est elle qui revient, la chercher, pardon, jeune, et qu'elle n'était jamais interagi avant, et qu'elle dirige plus ou moins sa vie de façon un peu déterministe, et que Conan doit justement réussir à exister, à travers ça. Réussir à se dire: «Je dois, sortir de ce que Reiner veut de moi, et donc d'une certaine manière, de ce que la société veut de moi, pour exister, seule». C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se détache régulièrement de ce personnage. Enfin, en tout cas, je trouve ça assez intéressant aussi, à voir, quoi. Mmh. Euh, alors, je suis désolée, il y a une partie de ton discours, Nicolas, qui n'est pas entendue, donc je vais peut-être dire un non-sens ou alors me répéter avec ce que vous venez de dire. Mais tu expliquais à un moment, Nicolas, que selon toi, le personnage était hors du temps. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le personnage était enfermé dans chaque parcelle du temps que ses alter ego traversent. Chacune, comme dans des capsules temporelles et contextuelles qui se succèdent, et à chaque fois le personnage se laissait entraîner et répondait à une vision et une définition de la barbarie de cette Mmh. époque et de cet univers-là. En fait. Oui. Et bien sûr, le personnage essaie effectivement de sortir, de s'échapper, notamment en refusant, comme tu le disais, Thierry, de s'acoquiner avec Rhaegar, qui est un incroyable personnage, et on pourra en parler plus simplement tout à l'heure, mais voilà, notamment donc avec cette Conan nazie, bien sûr, ou alors ou alors lorsqu'elle est toute jeune, à 15 ans, et qu'elle suit véritablement le schéma narratif d'un héros de fantasy qui doit se venger de la personne qui a découpé sa mère en deux. Donc voilà, toujours enfermé dans un carcan extrêmement codifié et qui essaie d'en sortir. Ouais, quand je disais qu'elle était hors du temps, c'est surtout, j'avais pas précisé, c'est vrai. Surtout quand elle se fait manger, en fait, et qu'elle devient quelque chose de qui va au-delà du charnel, et qui finalement, devient une idée, en fait, en tant que telle. C'est ça que je trouve assez Ouais, intéressant. bien sûr. Oh non, mais je suis d'accord. Et pour moi, c'est vrai qu'à la fin, elle s'affranchit, effectivement, elle arrive à s'échapper de cette capsule en s'offrant à la barbarie du monde qui accourt dans le dernier monde dans lequel elle est, quoi. Oui, donc je Mmh. suis d'accord avec ça. Conan de Bertrand Mandico. Donc voilà, hein, allez vous faire votre avis. De toute façon, c'est ce qu'on conseille à chaque fois. Vous pouvez rester à côté, vous pouvez rentrer totalement dans son univers, mais en tout cas, il ne peut que difficilement laisser indifférent, et c'est après tout aussi ce qu'on espère d'un film que l'on questionne. On continue avec La Chimère d'Alice Rohrwacher, sorti le 6 décembre en salle. L'histoire d'Arthur, un pilleur de tombes interprété par Josh O'Connor, de retour dans son Italie rêvée et en proie à la reconnaissance d'un nouvel attribut, celui de ressentir les chimères et sensations du passé, notamment des Étrusques avec lesquels il noue un lien particulier. Un film qui oscille donc entre présent et passé dans sa thématique comme dans ses choix visuels. Pour illustrer ces réminiscences, tu dis, Camille, dans ton article pour On se fait un ciné, que seul le personnage de Tante Flora interagit avec lui dans une matrice semblable à l'intérieur de cette grande domus délabrée. La vieille dame représente un monde révolu, elle est la figure maternelle des illusions poursuivies par Arthur, mais aussi, à travers l'incarnation d'Isabella Rossellini, la réminiscence d'un vieux cinéma dont les vestiges se dressent encore autour de la scène cinématographique italienne. Son statisme, physique et moral, est guidé par la crainte de découvrir une vérité malheureuse. Et donc, je souhaitais te lancer avec cet intriguant passage, mais qui, en tout cas pour moi, relate pas mal de ce que le film peut représenter justement dans sa dualité. Eh ben, merci de dévoiler à tous mon anti-sèche pour la vidéo. Super. Euh, non, plus, non, plus sérieusement. Oui. Alors déjà, le choix d'Isabella Rossellini pour incarner cette
ce personnage très vieillissant qui est statique parce qu'elle est effectivement dans une chaise roulante et qui est dans un déni total parce qu'elle refuse d'accepter la vérité. Pour moi, il n'est pas forcément anodin, mais j'ai pas mal de gens savent que j'aime beaucoup les racines d'Isabella Rossellini, c'est-à-dire c'est son père, quand même, Roberto Rossellini, qui est l'un des plus grands, peut-être pour moi le plus grand nom du cinéma italien néoréaliste, qui a lui-même traité de la ruine, de théologue. Donc la ruine est au centre de tous les vestiges et le cœur du sujet, et surtout la recherche de ces vestiges-là. Donc voilà, là on a un personnage qui incarne totalement une figure du passé, aussi bien cinématographique que physique, matérielle à l'écran et idéologique. À côté de ça, on a ce personnage de la jeune fille qui s'appelle Italia, donc c'est vraiment pas anodin à mon avis comme nom, qui elle au contraire veut s'échapper de ces ruines, de ces vestiges, euh, en créant à part un foyer moderne, nouveau, avec d'autres femmes, avec des enfants de toutes origines. Et, euh, et à côté de ça, on a le personnage d'Arthur qui, lui, est toujours dans un espèce d'entre-deux, mais comme le film d'ailleurs, qui est à moitié endormi, à moitié éveillé, à moitié entre le monde des vivants et celui des défunts et des statues par définition figées et non vivantes. Et, euh, et voilà, en fait, le film est à la fois très transparent dans ses symboles, dans son discours, avec ses différentes strates de lecture. Et en même temps, il est d'une latence, il est d'un rythme assez lent, surtout dans sa première partie, ce qui permet de faire passer la pilule assez évidente du film et de ses idées, et d'arriver à créer avant tout, je trouve, un film d'atmosphère, un film qui laisse plus des sensations que des souvenirs lorsqu'on en ressort, euh, comme un, comme un rêve qui s'efface petit à petit, mais dont on n'oublie pas le voyage que ça a été. Voilà. Mais je vais laisser continuer pour le moment. Nicolas. Bah, je sais pas, il y a du Kraftwerk dans le film. Voilà. Donc voilà. Tu es vendu à Kraftwerk. Kraftwerk qui d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça fait une forme de dichotomie. Je trouve que Oui. l'utilisation de cette musique-là ne va pas totalement avec l'image. Non. Et ça fait un film qui justement joue avec ses tonalités. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ah, du coup, je te laisse reprendre sur l'utilisation de Kraftwerk et peut-être autre chose, Nicolas. C'est le premier film que je vois de cette cinéaste qui avait été vachement abordé. Enfin, c'était dans le vidéoclub avec Bong Joon-ho qui en faisait la publicité de cette cinéaste. Et moi, je voulais découvrir depuis longtemps ce qu'elle faisait. J'ai pas eu encore le temps, donc du coup, j'en ai profité de la sortie de La Chimère pour le voir. Et c'est un film qui parle de temps, de mémoire, de découverte, de difficulté d'outrepasser le deuil et la disparition. Donc forcément, moi, c'est un film qui me plaît, quoi, il est fait pour moi. Donc et en plus, il y a du Kraftwerk. Donc dans tous les cas, voilà, c'est ça et effectivement, l'usage de la musique, en plus, c'est formidable, quoi. Donc, on passe entre des classiques musicaux et on va ensuite vers cette scène assez étonnante où il y a surtout, bon, c'est pas le morceau le plus qui ressort le plus de Kraftwerk, c'est-à-dire que c'est Space Lab, que moi j'aime beaucoup et je trouve que l'utilisation, effectivement, comme tu disais, Thierry, est dissonante. Parce que ça ne va pas du tout avec l'image et pourtant ça marche très bien. Et ça, déjà, c'est quand même synonyme d'énormément de talent que de réussir à faire ça. Et puis bon, voilà, ce qui est formidable dans le film, c'est ce personnage principal, au début pas très aimable, qui fait peur, qui semble être habité par la masculinité, hein, quand même, parce qu'il y a un moment où, enfin, qui est par la violence, en tout cas, il y a une violence qui l'habite.
Et moi, je trouve que le film est très beau. On ne sait pas trop situé dans le temps, c'est ça qui est intéressant, parce que moi, enfin, je sais plus, le film j'ai vu hier, mais je me souviens plus de s'il y a une situation temporelle dans le film, mais je crois pas. Il me semble pas qu'il soit situé temporellement. On ne sait pas à quelle année ça se déroule. Moi, j'ai l'impression que c'est les années 70, mais en même temps, il y a des trucs qui me font penser aux années à aujourd'hui, donc je ne sais pas trop. Et mais moi, ce que j'aime beaucoup, et aussi, bon, il y a tout ce truc sur l'Italie, effectivement, qui est en proie à la destruction, quoi, en proie au fascisme, en proie à une situation très compliquée, même par rapport au cinéma en tant que tel. On sait très bien ce qui s'est passé Mm, en Italie avec l'arrivée de la télévision, enfin la télévision, des grosses chaînes de télévision et Berlusconi. Donc c'est vachement intéressant la manière qu'elle a d'ailleurs même de mélanger les esthétiques parce que c'est un film qui est entièrement en pellicule. Il y a des moments où c'est de la pellicule, donc je pense que c'est du Super 8. Et il y a des moments où on est en plus plutôt vers du Super 16, je pense, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas, le film est entièrement tourné en pellicule, donc forcément l'image voilà, dégage une certaine matière. Puis bon, il y a tout ce qui tourne autour de la mémoire, du vol, de l'amour. La, la- Ben, en fait, voilà, la séquence avec Kraftwerk, elle est merveilleuse aussi parce qu'il y a, cet apprentissage de la langue des signes avec du Kraftwerk derrière. Je trouve que ça fonctionne trop bien. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que finalement, la musique très typée des êtres robotiques que sont les fameux Allemands de Düsseldorf fonctionne bien et peut-être qu'en fait la langue des signes illustre peut-être ce genre de musique, je sais pas, mais il y a quelque chose de très beau quoi. Mais c'est un film ouais magnifique et pareil la séquence où il jette la tête qui par-dessus le bateau, etc. Il y a quelque chose quand même de fou et puis la fin est très belle quoi avec ce fil. Non, mais ouais, c'est un film merveilleux, quoi. Enfin, moi, je suis en train de. Plus j'y repense, j'ai envie d'aller le revoir. Je sais pas où il sera dans mon top. Déjà, je sais même pas comment je vais faire un top. Là, cette année, c'est compliqué. C'est une trop bonne année. Mais ouais, c'est un film formidable. En tout cas. La scène avec la musique dont tu parles, c'est lorsque les deux, Italia et Arthur, parlent des signes de la maison dans le dos des autres occupants de la maison. Ouais, c'est la musique bien électro, là, qui a un rythme. Ouais, Ouais, c'est ça. bah, cette scène, elle fonctionne aussi parce que c'est un moyen de justement de s'échapper de cet environnement très, très poussiéreux, très délabré, je Mm, trouve. c'est vrai. Et ouais. C'est vrai ce que Et tu dis. Excuse-moi, je me permets de rajouter un truc par rapport à non, non, vas-y, la vas-y. Euh, tu dis un truc intéressant parce que c'est vrai que c'est une manière d'échapper au temps, en tout cas à l'aspect poussiéreux du temps, parce qu'aussi la musique de Kraftwerk est intemporelle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Non, c'est C'est vrai, c'est- c'est c'est vrai. le fan de Kraftwerk qui parle. Ouais. Non, mais Mais comme je disais, oui, vas-y, vas-y. Pardon, je parle trop. parce que ça peut peut-être potentiellement te faire rebondir sur quelque chose derrière. Ouais, vas-y. Je vais pas intervenir trop longtemps, mais effectivement, enfin, là, le côté intemporel de Kraftwerk, non, je te rejoins plus en réalité. Puisque Kraftwerk, il ne faut pas oublier que c'est un groupe dont tous les membres d'origine ne sont plus présents et que c'est un Mm. groupe qui continue. Et ne serait-ce que ça, ce caractère du le groupe s'inscrira dans la durée, quelles que soient les personnes qui en feront partie, enfin, si elles sont là ou pas. Enfin, déjà, c'est intéressant et c'est au final pas si idiot que ça de l'avoir mis là. Tu parles du côté antipathique du personnage et moi, ça me fait penser du coup à ce côté recherche de repères constantes, que ce soit le repère par le retour à un pays qu'on aime bien, avec lequel on a une affinité, des gens qui nous attendent, mais aussi enfin, une perte dans des nouveaux repères qui arrivent par justement cette nouvelle conscience. Au début, on voit donc cette scène du train où il y a juste ce personnage donc, qui est là, dans ce wagon. On a ces jeunes femmes qui essaient de lui parler, qui essaient de communiquer avec lui, de lui demander d'où il vient, sans qu'il n'est pas très à l'aise, mais reste poli. Puis il y a ce vendeur de chaussettes qui débarque et qui, pour vendre ses chaussettes, fait la blague du Ah, le monsieur là-bas, il pue, il devrait acheter mes chaussettes, c'est pas bien, il faut se laver. Et là, tout à coup, le personnage, effectivement, tombe dans une forme de violence. J'imagine que c'est à ça
dont tu parlais quand on parle d'une sorte de masculinité qui ressort. Et tu sens que personne n'est à l'aise. Les gens sortent du wagon, même quand lui, il arrive dans la ville, les gens le saluent, les gens sont contents de le voir. Mais il n'y a pas cette espèce d'euphorie, en fait, face à ce personnage. Et ça va se construire un petit peu avec le temps. Et à mesure que ça se construit, le personnage crée des liens dont il s'éloigne aussi. J'en veux pour témoin une séquence qui est absolument magnifique, où on le voit d'ailleurs lui qui est sous terre, et on voit cet autre personnage qui essaye de le rallier à la réalité en tirant une ficelle. Les 2 tiennent la ficelle et tu sais pas vraiment, au final, enfin, il y a une métaphore assez folle là-dedans, ce côté: «Non, toi tu es sous terre avec les morts, tu es en train de créer un lien qui n'est plus le nôtre, tu dois remonter, à la surface». Enfin, c'est assez évident et la ficelle se casse. Voilà, et ça, c'est quelque chose Mmh. qui est assez marquant. Ce côté, on a un personnage qui, au final, ne sait pas quels sont ses repères, aimerait que tous les repères soient les siens, qui se perd un petit peu dans un carrousel en fait, de sentiments. Tu sens qu'au final, c'est un personnage qui est très silencieux car il ressent beaucoup en fait et qu'il est plus observateur de ce monde qui l'entoure sans savoir trop vers quoi se diriger. En tout cas, moi, c'est, cette espèce d'errance un peu perdue qui m'a interpellé face à lui. Il y a un truc qui me fait rire dans le film. Excuse-moi, je me permets de rajouter un truc, mais parce que ça me revient là, le film me revient et du coup, comme j'ai vu hier soir et j'ai pas pu m'empêcher en voyant l'accoutrement d'Arthur et surtout l'histoire de la tête, de penser au personnage principal de «Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia» de Sam Peckinpah. Je sais pas pourquoi, mais si vous l'avez vu ce film et si vous repensez à la manière dont est habillé le personnage principal incarné par, Warren Oates, qui s'appelle Benny, il a un complet blanc, un peu cassé comme ça, beige et tout le film, le but, c'est qu'il se trimballe avec une tête et quand il y a cette fameuse tête de statue, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus parce que pareil, personnage qui s'isole, hein, aussi, qui fait un voyage et qui cherche quelque chose, qui perd quelqu'un, voilà. Et je trouve ça assez fort. Je sais pas si c'est si c'est une référence consciente tout ça, mais je trouve ça intéressant que qu'il y ait des réminiscences de ce film-là dans ce film-là. Voilà. De toute façon, le costume est assez iconique, hein, Super Dur, ouais. On a l'impression qu'il sort d'une soirée complètement anciennement été entièrement blanc et un peu trop grand pour lui, alors même que le personnage est un géant. Donc ouais, c'est en fait visuellement, rien que visuellement, le personnage a un impact assez fort et donc je peux comprendre qu'on puisse y voir des références comme le film de Peckinpah. Et donc non, oui. Moi, ce que j'aime avec le film, et ça rejoint ce que tu disais, Thierry, avec cette séquence souterraine, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est le discours d'équilibriste du film sur ce qu'il faut, sur l'héritage qu'il faut garder avec nous et emporter avec nous, et ce qu'il faut laisser derrière soi, abandonner. Et donc, évidemment, ça rejoint ce discours sur le cinéma italien, voilà, qui a beaucoup plus souffert que le cinéma français, notamment, avec ses grands noms des années 60, et en absence durant les années 80, 90, 2000. Et est-ce qu'il faut se reposer sur les lauriers d'un cinéma sacré, donc notamment celui de Rossellini, et est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Et c'est aussi pour ça que le film fonctionne très bien en tant que film sur le deuil, parce qu'il apprend à apprécier la valeur des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas besoin de ressasser et de fouiller et de remettre à jour devant des yeux voraces qui n'en ont en réalité pas besoin. Donc voilà, très beau film sur le deuil. Et aussi, justement, ça me fait penser à l'une des plus belles séquences du film, qui est juste un insert assez rapide sur des objets qui sont enfouis dans le noir total, avec des coups invisibles, mais qu'on perçoit à peine par la vibration des parois. Et je ne sais pas, la très légère lumière qui baigne les objets est d'une beauté assez ahurissante, parce que c'est des objets qui sont magnifiques tant qu'ils ne sont pas découverts, tant qu'ils se dérobent à la vue des personnages. Et ensuite, lorsque les personnages pénètrent dans les souterrains, on voit
les murs se désagréger, on voit voilà, l'oxygène pénétrer ces sanctuaires qui devraient être laissés dans l'oubli et s'abîmer en fait. Ouais, ouais. C'est très fort ça. Mm. Non, mais puis c'est incroyable aussi le fait que le tombeau qui va leur apporter le plus, en fait, soit découvert juste à côté d'un complexe industriel. Je trouve ça très très fort aussi. La chimère d'Alice Rohrwacher, donc pareil, le film, alors vient de sortir en salle au moment où on enregistre cette émission, sera sûrement là depuis quelque temps lorsque vous la découvrirez, mais en tout cas, si c'est encore en salle, ça fait partie de ces choses qu'il vaudrait mieux découvrir alors avant la fin de l'année si vous êtes de ceux qui, comme nous, des fois par contrainte, mais des fois par envie aussi, font des tops. Voilà. On continue et on passe au troisième film de cette sélection donc, actualité, Perfect Days de Wim Wenders, sorti le 29 novembre. Deuxième film de l'année pour le cinéaste, puisqu'il suit la sortie de son documentaire Anselme, sorti quant à lui le 18 octobre. L'histoire se déroule autour du quotidien de Monsieur Hirayama, interprété par l'exceptionnel et que l'on ne voit jamais assez, Koji Yashuko, qui travaille pour les sanitaires tokyoïtes. Portrait d'un homme consciencieux, minutieux envers son travail, dont nous allons observer les petits gestes, cette obsession du parfait qui dissimule une réalité tout autre. Surtout, nous retrouvons le goût de Wenders pour l'urbanisation, dans sa manière de capter les immeubles, la dominante Skytree qui domine les rues qu'arbore Hirayama pour se rendre au travail. Et ça, c'est une obsession visuelle que toi, Nicolas, dans tes films, tu partages également avec Wim Wenders dans tes envies de décor, de montrer toujours l'urbanisation dans ce qu'elle a aussi des fois de plus vide. Et lui d'ailleurs, il filme les immeubles en contre-plongée pour qu'on ne voit pas les rues et donc on ne voit pas les habitants, mais juste la dominante du bitume. Alors, je voulais te lancer là-dessus, puisque je sais que toi, c'est quelque chose que tu aimes filmer. Donc, j'ose imaginer que forcément, en arborant la ville par ce biais-là, Wenders a forcément fait résonner quelque chose en toi. C'est vrai. C'est vrai, même si j'ai eu un peu de mal au début, dans le sens où j'avais peur du film, le film qui regarde une ville avec un regard de touriste. C'est le truc qui me faisait un peu peur. C'est ce qu'il y a dans le film, mais je pense que c'est là aussi parce que c'est toute la beauté troublante du film qui est de montrer quelque chose de profondément beau et profondément moche en même temps. Et forcément, oui, ça me touche. Comme tu disais, j'aime beaucoup filmer ce genre de choses. Et c'est ce qu'arrive à faire le film, notamment rien qu'avec la fameuse esthétique des toilettes euh, cubiques. Il y a quand même des toilettes à un moment et je trouve ça incroyable. Les Japonais ont un truc avec les toilettes qui est amusant, mais ces fameux toilettes où tu passes la main et tu as une espèce de voile, donc du coup, en fait, c'est tout en vert et tu as tout qui ferme. Et, J'allais y venir et regarde, mais pour te dire que c'est aussi une obsession touristique, parce que après je te laisse reprendre, c'est que ces toilettes, donc, alors je sais pas si on voit exactement celle-ci, mais moi je sais qu'il y avait, enfin qu'elles avaient été inaugurées au parc Ueno, donc un parc qui est très central à Tokyo. Et la dernière fois que je suis allé au Japon, enfin, j'y vais pas assez souvent, hein, mais quand je suis allé au Japon cette année, précisément, j'avais pour l'envie d'aller au parc Ueno et de trouver ces toilettes pour voir à quoi ça ressemblait. Malheureusement, je ne les ai pas trouvées, donc comme quoi elles sont peut-être pas si répandues que ça. Mais là, les avoir vues à l'écran, filmées par Wenders, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Ah oui, mais c'est un film euh, très, très, très complexe dans le sens où finalement le film joue sur plusieurs aspects de la manière dont on peut imaginer la vie japonaise et surtout en fait, il y a un malentendu avec le Japon. Enfin, malentendu, c'est peut-être parce que je pense que c'est certaines égéries capitalistes qui sont responsables de ça. Mais il y a une sorte de fantasme du Japon où on travaille. Voilà. Japon, on travaille à fond, ou même faire un métier de merde, on est heureux quand même, etc. Et en fait, nous, on est vraiment des crasseux qui sont fainéants, machin, et qui allons manifester tout le temps. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le film part dans une sorte d'idéalisme un peu niais au début.
y a carrément des scènes où on voit Koji Yakusho qui sort et qui respire l'air. C'est vraiment un truc qui fait très conte de fées, en fait. Et finalement, plus le film avance, plus on se rend compte que cette espèce de monotonie euh, est liée à une solitude, mais d'une tristesse absolue, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Et même si le personnage semble un peu être volontairement dans cette situation-là, à la fin, on se rend bien compte que ça a ses limites. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que le film, en fait, alors on pourrait reprocher évidemment l'approche esthétique du film qui joue sur cette espèce de voilà d'image d'Épinal. Mais en fait, c'est une image d'Épinal qui est froissée au fur et à mesure. Euh, donc ouais, c'est un film moi, que j'aime beaucoup. Alors, s'il y avait un autre film que j'avais à conseiller sur le même sujet et pour le coup réalisé par un japonais, et qui me semble plus pertinent sur certains aspects, parce que même si j'aime bien le film, j'ai pas été totalement emporté. C'est pas mon Wim Wenders préféré, mais j'aime bien, hein, en tout cas, et j'attends de voir comment il va évoluer dans mon esprit. J'ai vu il y a quelques jours. Euh, Moi, je recommanderais fortement, et avec le même acteur, Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa, parce que c'est un film qui, de la même manière, en tout cas, évoque la question du travail au Japon. Dans le film de Kurosawa, il est question donc d'un homme qui travaille dans un bureau et qui perd du jour au lendemain son travail et qui va se retrouver en fait à récurer les chiottes à un moment quand même. Et tout le film joue sur, alors pas la solitude, mais sur la, la- le drame qui entoure le fait de perdre un travail dans un pays comme le Japon, en fait, et à quel point c'est la mort sociale. Et c'est vraiment intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi dans le film de Wenders qu'on retrouve, c'est que il y a quand même, il est quand même question de certains personnages qui sont des marginaux, en fait. Je pense notamment à son collègue, à la copine de son collègue, qui sont vraiment des jeunes, quoi. Et je trouve que le regard est assez beau. Bon, après aussi, il y a quelque chose d'assez beau dans le film, c'est que bah, il y a cet hommage à Ozu qui est derrière, qui fonctionne plutôt bien. Et voilà, c'est un beau film, quoi. C'est très bien, Perfect Days, ouais. Nicolas, c'est amusant que tu cites Tokyo Sonata parce que lorsque tu me parlais là lorsque tu décrivais Perfect Days, que moi je n'ai pas encore eu la chance de voir, j'arrivais tout à fait à visualiser le récit que tu faisais dans ma tête, tout simplement parce que j'avais des images de Tokyo Sonata en tête. Et d'ailleurs, Mm. oui, effectivement, c'est avec le même acteur et enfin, il travaille dans le genre de secteur, donc voilà. Mm. Mais effectivement, plus qu'un film sur le travail, parce que bon, c'est vrai que enfin, pour s'intéresser à son personnage, il va s'intéresser à son travail, puisque le travail occupe toute sa vie. Ouais. Et on va voir dans la manière, enfin, c'est assez, enfin, t'as l'impression que c'est vrai, il y a une approche, je vais arrêter de balbutier, il y a une approche très documentaire dans la manière dont il Mm. montre ça, dont il, enfin, presque s'il disait, voilà, je vous montre comment fonctionnent les ouvriers des industries sanitaires au Japon et on va suivre ça dans leur quotidien, ils nous montrent tous ces produits. Sauf que la confrontation avec le jeune homme dont tu parles bah, démontre aussi finalement qu'il n'y a que lui, enfin en tout cas dans ce périmètre-là, qui est aussi consciencieux là-dedans. Et que ça sert aussi à combler quelque chose. C'est là qu'on se rapproche sur le film de la solitude, une solitude que chacun comble plus ou moins à sa manière et dont tout le monde a l'air d'être atteint. Lui, voilà, cet homme un peu hors du temps, bah voilà, il écoute encore des cassettes dans sa voiture d'ailleurs. Ça Ouais. permet d'avoir une bande originale très sympa et qui sort, je trouve, à quelques exceptions près, des carcans habituels de ce qu'on peut entendre. Alors, on est quand même sur l'obsession d'un réalisateur qui a voilà, 75 ans passés et qui écoute aussi ces choses-là. C'est normal d'entendre du Louride, d'entendre tout ça. On pourrait presque penser que ça rabâche un petit peu. Mais d'un autre côté, on sent une forme de sincérité. On sent pas cet effet de jukebox. Et quand justement ça met Perfect Days de Louride ou que ça met autre chose, tout a un sens dans ce que ça raconte. Et ça montre aussi le portrait de cette personne qui ne comprend pas, par exemple, le moment où sa nièce, je crois, lui demande si tel album est sur Spotify. Voilà, et Oui. que lui ne comprend juste pas ce que c'est. Donc on nous montre le décalage de ce personnage. Il n'est pas seulement plongé dans des choses un petit peu vieilles qu'il aime écouter, il ne comprend pas le monde qui l'entoure et il se rattache à ce qu'il a. Parce que le manque de sociabilisation, qui est
très inhérent à la société japonaise, l'ostracise énormément. Mais pas que lui. On a du coup le personnage de ce jeune, parce que tu parles du jeune et de sa copine. On sent que c'est une relation sans relation, d'ailleurs, qui pareil et une fois qu'on se renseigne un petit peu sur la société nippone, c'est très courant. Ce côté, au tout début, il arrive, il a son scooter, donc sa copine arrive: «Ah bah, tu ton scooter, c'est bon, je viens avec toi». Il s'aperçoit que le scooter marche pas, elle s'en va. Et c'est lui qui la rattrape en disant: «T'inquiète pas, il va nous prêter sa voiture, il va venir parce que sinon, pas de voiture, donc je ne viens pas». Ce côté, voilà, très, ben, malheureusement, si tu ne me montres pas que tu as un pouvoir social, je viens pas avec toi. Et c'est pour ça qu'à un moment, lui, a besoin d'argent et essaye de revendre les cassettes, de, d'Hirayama, enfin, en lui disant: «Beh, rendez compte, c'est des choses rares, ça va me faire de l'argent, grâce à l'argent, je vais avoir une copine». Et on sent ce désespoir. On sent que lui aussi a besoin de combler sa solitude et qu'il pense que c'est par ce moyen-là, une relation désintéressée, qu'il va y arriver. Et tous les portraits qui sont faits au final dans le film, hein, il y a très peu de personnages, mais ce sont à chaque fois des portraits solitaires. On se rend compte au final, c'est même pas un twist, mais c'est une sorte de continuité, de pourquoi, le personnage agit de la sorte, pourquoi, en rencontrant quelqu'un à qui ils vont se dévoiler beaucoup de choses. À 2, ça sort un petit peu, il y a un dialogue tout à coup, qui s'installe mais on pourrait presque retirer ça puisque le film de toute façon parle de ces gens qui sont seuls et ne parviennent pas à combler. Je trouve qu'il y a une séquence qui va permettre, de contrebalancer ça et c'est, la petite forme d'espoir de ceux qui ne sont pas encore atteints par cette solitude et qui auront le temps d'y réfléchir, c'est la Mmh. séquence avec le petit garçon. Je sais pas si Nicolas, tu vois ce dont je parle? C'est quand il trouve un petit garçon qui est tout seul abandonné aux toilettes, enfin abandonné. Il s'est sûrement retrouvé là Oui, par hasard, il a sûrement couru quelque part, parce que bon, on voit très vite que quand il l'amène au parc, sa maman elle est là et qu'elle crie déjà pour le retrouver. Et lui, il la retrouve et elle a un geste, heu, même pas de dédain, je trouve, envers cet homme, mais elle ne le remercie pas. Elle part, elle emmène son enfant comme si c'était presque, ce monsieur, il n'avait pas à te retrouver, il n'avait pas à te toucher, donc on s'en va. Mais après, mmh, on ne peut pas la blâmer non plus, on ne sait pas du tout comment elle a interprété ce qu'elle a vu. Et le garçon se retourne et fait un petit coucou, au personnage et c'est quasiment le seul moment où ce personnage, d'ailleurs, se met à sourire avec un sourire d'une franchise, folle. Enfin, c'est tout à coup, ce personnage rayonne. Quelque chose vient de s'animer en lui et tu sens que par le regard de cet enfant, voilà, il se dit: «Voilà, ces enfants ne sont pas encore seuls. Ils ne sont pas encore confrontés à ça. C'est eux qui vont devoir tout faire pour ne pas s'y confronter». Parce que déjà, dès la fin de l'adolescence avec le jeune homme, voilà, qui a cette peine amoureuse, on est déjà dans ce schéma-là qui s'est reproduit. Voilà. Je trouve qu'il y a un miroir intéressant avec cette scène et qu'elle apporte énormément de beauté. De toute façon, ça fait très Ozu d'ailleurs, hein, le regard mmh, des enfants. Voilà, on n'est pas dans les enfants qui pètent ouais. non plus de bonjour, mais on est dans un côté, la malice et le sourire des enfants, c'est toujours, l'innocence même que la caméra arrive à retranscrire comme ça. C'est très, très beau, Ouais. je trouve, de montrer ça et de montrer un portrait crépusculaire pour amener aussi à une forme de naissance de l'émotion. Ouais, c'est vrai en plus, oui, en plus, il reprend un peu la structure aussi de Voyage à Tokyo, dans le sens où, dans Voyage à Tokyo, on est du point de vue de vieilles personnes qui sont confrontées à la modernité du monde et qui sont un peu des marginaux mis de côté, en fait et d'ailleurs, c'est toute la beauté du film, moi, que je j'aime beaucoup, en fait, c'est que les vieilles personnes se rendent compte qu'elles sont en retard, quoi et qu'elles sont terminées c'est quelque chose d'ailleurs qui est très souvent présent dans les films de Ozu, c'est que les vieilles personnes sont toujours un peu à côté, quoi. Il y a quelque chose, il y a un décalage entre la jeunesse et, la, et le passé, ce qui est quand même lié aussi au fait que c'est un cinéma de Japon d'après-guerre. Enfin, pas totalement, puisque n'oublions pas que Ozu avant a fait des films muets qui datent d'avant la guerre. Mais en tout cas, le cinéma d'Ozu tel qu'on le connaît, surtout, là, qui a connu l'arrivée du parlant, est un cinéma d'après-guerre. Et il y a des problématiques qui sont vraiment liées au Japon d'après-guerre, donc un Japon où il y a une fracture, en tout cas, une fracture. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure quand on évoquera l'autre film de Wenders, mais il en parle de cette fracture qu'il y a toujours, culturelle. Et c'est intéressant parce que dans le film de Wenders, là, dans Perfect Days, on se rend compte aussi que ça, il évoque ça également parce que, donc, comme tu disais, on a ce vieux monsieur qui a un rapport aux choses assez important, enfin au temps en tout cas, puisqu'il a ses petites plantes, il a ses petits livres, il a,
il a ses petites cassettes de musique, il a son petit rituel habituel. Euh, c'est quelqu'un qui a un besoin constant d'être dans la programmation, là où il est confronté quand même à quelque chose de plus mouvant, qui vraiment n'est pas prisonnier de la routine, en fait. Les gamins, ils sont pas prisonniers de la routine du tout, ils sont dans une espèce de... Ils sont pas hors temps, mais en tout cas, ils sont dans une autre manière de l'approcher, en fait, tout simplement. Il y a sa nièce, par exemple, qui vient et on se rend compte que oui, on est dans autre chose. Et puis il y a aussi la scène où son collègue le pousse à aller vendre des cassettes et en fait, on se rend compte qu'il ne comprend pas le. Il y a même, d'ailleurs, même une incompréhension aussi de l'autre côté. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un film sur la communication, enfin, ça c'est sûr. Et c'est là où la fin est un peu tragique parce que cette espèce de tristesse qui apparaît sur son visage à la fin, elle est à la fois belle. Alors, je sais pas trop si c'est la tristesse ou l'émotion. Moi, je trouve que c'est plus de la tristesse parce que c'est ce que j'ai ressenti devant le film, en fait. Euh, de cette espèce de routine qui, à un moment, devient épuisante, quoi. En fait, il y a un besoin, à un moment, de sortir du calcul, du fameux calcul que le monde capitalisme tente de nous, de nous forcer à accepter, hein, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose de très beau et qui, en plus, bah, pour le coup, dit quelque chose de la société japonaise, qui est une thématique assez récurrente, hein, même si on regarde même les films de Kurosawa, évidemment, qui traitent la jeunesse de la même manière. Je pense notamment à Bright Future, Jellyfish, mais il y a aussi Tsukamoto, par exemple, Shien Sakamoto, qui, quand il nous fait Tetsuo, il est question aussi de ça, hein, de cette espèce de volonté de tout casser un peu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je sais pas si ça a une volonté de non, de tout casser, mais enfin en tout cas Oui. de parler d'un monde qui se meurt, enfin tu sais avec des choses qui ne Ouais, se ouais, ouais. reproduisent pas, de parler de un ancien temps qui devrait toujours exister puisque les mondes sont censés cohabiter entre eux et de se dire on est à la fin d'une ère. Alors ça fait très aussi, tu sais, testament de cinéastes un peu âgés. Ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est une thématique que l'on C'est voit vrai. pas mal ressortir dernièrement, la ressurgissance. Mais avec cette impression qu'on on est nostalgique d'une certaine époque, mais on n'est pas nostalgique de la beauté qui s'en meurt. On s'attache à des espèces d'icônes, tu vois, et d'idoles hein, malhabiles, là où la vraie beauté est quelque part et on l'oublie un petit peu. Ce film fait un petit peu ça. Ça me Mm. fait donc du coup, enfin ça fait faire un petit pont, vers le dernier film de la soirée, puisque du coup c'est aussi d'une certaine manière sa thématique, vu ce qu'il justement, cherche à évoquer. Donc pour terminer, là, nous restons à Tokyo et on reste surtout avec Wim Wenders. C'est en 1985 que sort Tokyo-ga, un documentaire centré sur la capitale nippone où Wenders décide de partir, donc c'est pour ça que je parle donc également d'une réminiscence du passé, sur les traces de Yasujiro Ozu. Il essaye d'y comprendre sa propre obsession pour le cinéaste, mais aussi de juste découvrir ce qui en fait le sel. Il recrée les images marquantes qu'il a découvertes, en allant visiter les différents sites filmés par le cinéaste japonais. Il observe les trains, l'univers du pachinko, les rues étroites du quartier de Shinjuku. Il fera d'ailleurs une rencontre assez amusante, entre autres, on en parlera, mais il agrémente voilà, également son film de rencontre en rapport avec sa thématique, notamment donc, des collaborateurs directs de Yasujiro Ozu et qui étaient encore en vie au moment du tournage. Donc avant de se demander justement en quoi Tokyo Ga répond et pourquoi je viens de faire le pont à ce moment-là et en quoi il répond bien en quoi il répond bien à Perfect Days, je me permets de me retourner vers Camille, puisque Camille, toi, tu as pu voir Tokyo Ga. Donc, je suis assez intéressé de savoir déjà quel est ton ressenti sur ce documentaire et ce qu'il t'a évoqué, et si justement tu y vois des choses qu'on a pu mentionner pendant notre discussion autour de Perfect Days. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié le documentaire. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que on enregistre le jour d'anniversaire de la mort et de la naissance de Zou.
Donc c'était assez les dates tombaient très bien et en fait, je l'ai pas vu tant que ça comme un documentaire, tout simplement parce que j'avais l'impression que Wenders essayait plutôt de recréer des images fictionnelles, qu'il essayait de recréer des images fictionnelles comme il s'imaginait Tokyo euh, avant de couvrir la ville par lui-même, parce qu'avant il a exclusivement par les films d'Ozu, parce qu'Ozu a fait une cinquantaine de films, et comme il le dit dans Tokyo Ga, Ozu a toujours tourné à Tokyo et a toujours parlé de cette ville, surtout avec son chef-d'œuvre Voyage à Tokyo, bien sûr, que tu évoquais, Nicolas. Et donc, il essaie de rechercher d'abord à recréer les mêmes images qu'il a vues dans la longue filmographie et très riche filmographie de Dozu. Et ensuite, avec une grande humilité, il va se tourner entièrement vers la conception de l'œuvre d'Ozu en allant à la rencontre de son acteur fétiche, Ryu. Et ensuite, dans un très bel échange, surtout j'ai une très belle écoute avec le caméraman d'Ozu qui l'a accompagné sur la plus grande partie de ses films. C'est vraiment une très belle séquence de fin. Et en fait, voilà, là, l'humilité de Wenders en tant que réalisateur, en tant qu'admirateur d'Ozu, va prendre le pas sur sa recherche un petit peu obsessionnelle de retrouver un Tokyo qui est au final assez fictionnel, ou en tout cas qui a existé un jour, mais qui n'existe plus dans les années 80 lorsqu'il visite la ville. Et donc, le film va beaucoup s'attarder sur la façon dont Ozu arrange ses plans. Et en fait, le film va décrire la mise en scène d'Ozu qui est très sèche, très pure. Ce sont des plans fixes qui sont filmés au niveau d'une personne qui serait assise sur le sol, donc un petit peu en plongée par rapport au personnage. Et c'est assez drôle de voir un réalisateur aussi accompli que Wenders, même s'il était moins dans les années 80, bien sûr, succomber à cette humilité et à ce silence et à cette écoute presque, presque dévote face à la description d'une mise en scène qui est pourtant très simple, en fait, et qui, en fait, crée des images d'une puissance incroyable. Donc, j'ai vraiment trouvé le documentaire assez fantastique pour tout ça. Ouais. Nicolas. Et Eh ben, moi, déjà, bon, joyeux anniversaire Ozu, hein. Et cinéaste que j'aime énormément, que je continue à découvrir récemment. Enfin, j'ai quasiment tout vu là, je crois. Enfin, vu tout ce qu'on peut voir, surtout. Et, et le film, en plus, effectivement, tu as raison, Camille, hein, c'est un film où il y a une humilité qui force admiration, dans le sens où même, il y a une séquence que j'aime beaucoup. C'est un moment, en fait, où il pose sa caméra, donc il est dans la fameuse rue où il y a tous les bars et qu'on retrouve souvent dans les films d'Ozu. Il pose sa caméra par terre et dit, là, hop, je pose ma caméra, je fais comme un plan d'Ozu, ce plan ne m'appartient plus. ouais, Je trouve que totalement. c'est vraiment une très belle scène. Il y a un truc que je ne savais pas, il y a plein de choses que je ne savais pas, parce qu'Ozu, je ne connais pas sa vie. J'ai très envie d'acheter son livre de carnet de notes qui est sorti chez Carlotta, mais ça, c'est quand j'aurai de l'argent. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a quelque chose presque de pédagogique dans la manière qu'il a même de parler de cinéma et de montrer. Bah, notamment, moi, je ne savais pas que notre cher Ozu filmait en 50, ce qui est logique, en fait, je suis bête, j'aurais dû me le dire. D'ailleurs, c'est marrant, le 50 mm que j'ai là, c'est un objectif japonais. Donc, c'est marrant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, c'est logique, parce que effectivement, les plans fixes de chez Ozu, c'est toujours des plans extrêmement posés, en même temps avec un champ assez large, et une profondeur de champ, voilà, qui joue. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu cette impression chez Ozu de plans très maison de poupée, en même temps très naturel. Il y a quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc qui lui appartient. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont, en fait, je sais pas comment dire, mais même si le film ne cesse de nous montrer qu'Ozu est un génie,
La manière qu'il a de montrer le procédé créatif est extrêmement simple et ça rend le truc tellement, je sais pas, ça force admiration de voir que ces films sont aussi beaux parce qu'ils témoignent de cette espèce de simplicité de mise en scène. Et en fait, je trouve le passage avec le chef, enfin l'assistant caméra magnifique, quoi. Enfin, moi il m'a énormément touché ce passage qui est la dernière interview avant la fin. Déjà, ce qui est génial, c'est qu'on voit le mec en train de manipuler la caméra, donc ça c'est génial. Enfin, quand tu as envie de faire du cinéma, c'est parfait parce que c'est la meilleure façon de comprendre comment ça fonctionne, en fait, de regarder quelqu'un en train de filmer. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quand même un film sur la manière de filmer, puisque au début, Wim Wenders dit à la base, moi, ce que je voulais, c'est voilà, je filme des images comme ça parce que j'ai envie de filmer, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir filmer à volonté comme ça, de manière libre. Ce qui est un peu ce que personnellement, et là pour le coup, je parle en tant qu'artiste, ce que je défends aussi. Et je trouve que c'est très beau parce que j'aime bien ce côté impulsif et le film, effectivement, est bardé quand même de très belles images. Au début, il filme un peu. Alors, au début, il commence par parler d'Ozu. Ensuite, il filme un peu le monde japonais avec tous ces espèces de casinos, ces trains, ces voitures, ces gens qui marchent, ces Japonais obsédés par la culture américaine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fracture culturelle, parce que le fait que les Américains aient occupé pendant un bout de temps le Japon après, ça a créé une sorte de fracture culturelle, enfin fracture, où en tout cas les Japonais sont inspirés du monde qu'il y avait à côté d'eux. Et notamment alors aussi du monde européen, aussi du monde américain, et c'est ça qui est intéressant. Et j'aime bien ces séquences qui montrent comme l'état du Japon tel qu'il est, tel qu'il était à l'époque, tel qu'il est peut-être encore aujourd'hui quand même. Je pense que le Japon est encore dans la même situation de ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, Thierry, tu pourras nous en parler puisque tu es allé au Japon en plus. Mais Je confirme pas mal, ouais. ouais, on est d'accord, c'est ça. Ouais, il y a toujours cette espèce, en tout cas, il y a toujours cette espèce et qu'on voit aussi dans les films d'Ozu, cette espèce de mélange entre tradition et modernité qui fait que le Japon est toujours dans une espèce d'ambivalence, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve même dans les mangas. Enfin, derrière moi, il y a une étagère de mangas, mais par exemple, si on lit les livres de Junji Ito, les mangas de Junji Ito, ou même récemment Demon's Destruction, qui est un super manga que je conseille vraiment, d'Ino Asano. Je suis désolé si je prononce mal le titre, mais qui, pareil, parle de mélange, enfin de fracture. C'est intéressant parce que tout part d'un truc global et Ozu est important et le film montre à quel point Ozu, en tout cas, résonne même culturellement au Japon parce que je pense que Ozu a réussi à capter quelque chose de son pays, quoi, et c'est ça que montre très bien Wenders à partir de cette volonté aussi de reprendre ce qu'a fait Ozu et de montrer comment fonctionne ce pays. Et c'est très fort. Puis voilà, moi, j'aime beaucoup quand même la séquence où il va interviewer l'acteur qui est récurrent chez Ozu et qui dit à un moment, en fait, moi, je jouais des rôles qui n'étaient pas du tout de mon âge. Et je jouais des rôles plus vieux que l'âge que j'avais. Et c'est vrai, parce que ce personnage-là, à chaque fois qu'il vient, et d'ailleurs, je crois que c'est un acteur aussi qui a joué chez une assistante d'Ozu qui est devenue une grande cinéaste, Kinuyo Tanaka. Et je crois qu'il est dans un de ses films, cet acteur-là. Et d'ailleurs, je recommande le visionnage des films de Kinuyo Tanaka, dont un coffret est sorti récemment chez Carlotta. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que ouais, il y a quelque chose de très fort là-dessus, c'est que et c'est vraiment un beau documentaire, quoi. Vraiment un très beau documentaire. Mais tu parles justement de ce côté, oui, tradition, modernité et de la manière dont ça paraît. Donc effectivement, oui, ça pourra l'avoir à visiter. C'est quelque chose des fois auquel on ne s'attend pas. Et c'est Mm. assez étonnant parce que je trouve que, tu vois, moi j'aurais vu Tokyo Ga avant de partir. Enfin bon, là c'était la deuxième fois, donc la première fois était un peu plus rude. On s'y prépare. En fait, ce qui est assez intéressant, ça me fait penser à un parallèle. J'avais participé à une émission il n'y a pas très longtemps où on avait parlé de la passion d'Odin Bouffant et
l'animateur, enfin non, pardon, excuse-moi, c'est pas un épisode auquel j'ai participé. J'écoutais un podcast en vue d'une prochaine participation à un épisode. Et je l'entendais dire, ce que j'adore dans La Passion d'Odien Bouffant, c'est que la France n'est jamais aussi bien filmée que quand elle l'est par l'œil d'un regard étranger, parce que lui, il envoie toute la beauté, il envoie la merveille, parce que, et là, il dit un truc fabuleux, il dit, parce que les films français, c'est toujours les drames sociaux, un peu chiants. Alors, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire, je pense, parce que d'ailleurs, je sais que, enfin, connaissant bien la personne, il aime beaucoup les drames sociaux, ce genre de choses. Mais il avait ce côté, j'ai l'impression que la France ne sait plus filmer ça, machin. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas forcément ça, la France. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté destruction du fantasme, en fait, dans Tokyo Gas. C'est-à-dire que Wenders ne va pas venir faire ce que fait Woody Allen, par exemple, quand il va filmer un pays, ou quand Woody Allen filme Paris, il va poser sa caméra au jardin du Luxembourg dans une journée magnifiquement ensoleillée où toutes les fleurs sont embourgeonnées. Tu fais, bah oui, hein, oui, bah, bravo, t'as ta ville fantasmée, quoi, cette espèce de ville de carte postale. Et Wenders, lui, non, va partir chercher. Va aller vers les casinos, va aller vers le pachinko, c'est ce qu'on disait avant, c'est ce côté un peu crasseux du Japon. Le pachinko, c'est pas quelque chose dont on est fier. Le pachinko, par exemple, c'est le seul endroit au Japon où tu vois des sans-abri. Voilà. Bon, tu peux en voir à d'autres endroits, j'imagine, mais moi, c'est le seul endroit où j'en ai vu parce que les Japonais qui jouent au pachinko s'endettent et perdent leur baraque. Et là, tu vois de la misère devant. Tu vois ces gens faire la queue, tu sais pertinemment que c'est des gens qui sont persuadés qu'ils vont réussir à rebondir. Et c'est pas l'image du Japon qu'on se fait. Même socialement, cette image des Japonais extrêmement gentils, très accueillants. Si ça, ce sont les Japonais que tu vois dans les campagnes, quand tu vas en ville, notamment à Tokyo, c'est une ville où ça va très vite, où il y a énormément de mépris de classe, où tu as Ouais. tous les ressorts d'une ville ultra moderne et très américanisée, et donc très mondialisée, ressortent. Et ça, je trouve que Tokyo Ga parvient à le capter. Il vient en disant que c'est aussi ça qui l'intéresse. Il est là en disant: Ozu ne m'a pas fait fantasmer le Japon, il m'en a montré une réalité et je viens lui offrir un nouveau relief. Et ça, c'est assez rare en fait de voir ça. C'est vrai que ça sort du classique documentaire qui va tenter de magnifier, de s'attarder sur quelque chose de sublime qu'on va montrer dans tous les sens. C'est peut-être aussi pour ça que dans Perfect Days, il s'intéresse aux toilettes et pas à autre chose. Le côté, oui, Ça, c'est on vrai. va montrer quelque chose qui est considéré comme sale et ostracisant, et on va essayer d'en déceler une nouvelle forme de beauté. Voilà. Bah, Donc là, on parlait justement des discussions. Tu parlais notamment de ce qu'a dit, enfin de ce que disait l'acteur par rapport à ça. Toi, Camille, de ton côté, dans les différentes rencontres que fait Wenders dans le film, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, sur lequel tu as envie de revenir? Euh, alors, sur les différentes rencontres, tiens d'ailleurs, on n'a pas évoqué le fait que justement, il rencontrait des réalisateurs étrangers, C'est un peu vers ça que dont... je voulais. Ah oui, pardon. C'est bon. Oui, oui, bah parfait alors. Oui, il rencontre Werner Herzog, qui lui parle justement de sa quête d'une image pure, qu'il ne trouve pas à Tokyo. On est d'accord qu'il dit qu'à Tokyo, c'est plus possible de trouver, oui, voilà, ouais. de trouver une image pure et intemporelle, c'est ça, si je comprends Ouais. bien. Mm. Ouais. Et donc, il est plutôt prêt à aller gravir de montagne pour en chercher une, absolument. Et il rencontre également Chris Marker dans un bar qui porte le nom de Sans Soleil. Non, Sans Soleil, il n'est pas encore sorti. Non, voilà, le bar s'appelle La Jetée. Mm. Et Chris Marker va sortir Sans Soleil. Euh, et voilà. Enfin, je sais pas si vous voulez rebondir justement sur ces deux rencontres-là que je vous ai introduites. Il y a le côté hasard et le côté cinéaste en plus qui viennent avec la même obsession pour se rendre compte de la même désillusion. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'ils les mettent à l'image. Parce qu'on pourrait presque croire qu'il y a un côté opportuniste. Oh, regardez, j'ai vu mon copain Werner Herzog au hasard dans la tour de Tokyo. Ça arrive de nulle part. C'est Ouais. super drôle. Pareil pour Chris Marker. Mais au final, tu pourrais te dire, bah là, si c'est juste, je les ai rencontrés, ils me racontent un truc qui n'a rien à voir, tu pourrais presque le retirer. Et sauf qu'en fait, non, les mecs sont presque en train de me dire, c'est pareil. Il y en a un qui est enfermé dans un bar à juste se saouler au saké, et l'autre qui est là en mode, bon, cette ville n'est pas aussi grandiose que ce que j'imaginais, c'est beau, mais c'est pas ma beauté. C'est intéressant, justement. Ça questionne ce que fait Wenders à travers son film. Ouais. Et en plus, c'est drôle qu'il croise Chris Marker parce qu'effectivement, Chris Marker, dans Son Soleil, ne cesse de montrer le Japon du mouvement,
de l'électronique, de la déshumanisation, des balles aussi, puisqu'il y a quand même une longue séquence où on voit un bal traditionnel à un moment. Donc, pareil, qui capte un peu la même chose. Et d'ailleurs, il y a un autre truc incroyable dans le film, c'est tout le passage assez long où on voit des artisans qui fabriquent des faux repas en, Ah oui! en... C'est quoi? C'est de la... Comment ça s'appelle? De la cire, c'est ça? Ouais, c'est de la cire. Ouais, c'est une forme Je de sirop. crois. Tu veux dire quand ils font les plats qui servent à faire les Oui, les devantures de faux plats, restaurant? là. Mm. C'est Ça, C'est c'est incroyable. assez totalement fou. hypnotisant comme ça. Totalement hypnotisant. C'est... Ouais. C'est incroyable, hein. Et ça, c'est Ouais, effectivement partout. Tu vas dans tous les, enfin, pas tous exactement, mais la première chose que tu vois en arrivant à l'aéroport même d'Haneda ou de Narita, enfin, c'est directement, bah, les restaurants qui sont, presque à même la sortie du terminal et directement dans la devanture, tu as tous ces plats, tu as toutes ces choses-là, comme la reproduction visuelle de ce que tu vas déguster. C'est vrai que ça crée directement un rapport hypnotique. Tu es attiré par la vitrine et tu as envie de goûter à tout. Mm, c'est oui, vrai. donc on voit qu'il y a une approche assez touristique aussi de la part de Wim Wenders qui reste un étranger, qui découvre et qui lui aussi développe une fascination autant que nous en fait lorsqu'on voit le documentaire derrière notre télé. Et ouais, voilà, c'est cette recherche, cette recherche, recréation de l'image, de l'idée qu'on se fait du Japon. C'est fou, quoi. C'est fou, cette séquence est folle. Ah ouais, non, mais c'est incroyable ce truc. En plus, qu'il y a un moment quand même. En fait, c'est marrant parce que ça fait comme dans les films de Miyazaki, mais le truc le résultat te donne envie de les manger malgré le fait que ça soit pas des vrais. Et Mais d'ailleurs, oui, il y a un parce que moment, elles sont cuites comme des vraies, en fait. oui, c'est c'est dingue, ce truc de dingue. Et en plus, c'est drôle parce que bon, ça revient toujours à cette idée quand même de la mutation culturelle du Japon, parce que le but, c'est de recréer donc, bah, il y a des plats japonais évidemment, mais aussi des plats européens. On voit plusieurs plats. C'est vraiment un truc, mais c'est pas c'est vraiment là pour le coup. En effet, on est dans un truc un peu touristique dans le sens où c'est quelque chose que l'on ne trouverait qu'au Japon. Et c'est intéressant parce que c'est la nourriture, donc ça serait comme dans un musée de personnages en cire là, voilà. Et en fait, non, c'est le musée de la bouffe en cire et c'est tellement particulier. En plus, quand on voit le temps qu'ils mettent à fabriquer tout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même les espèces de glace là. On dirait vraiment de la glace alors que c'est de la cire. C'est hallucinant. On pourrait même voir un questionnement jusqu'où le Japon, la société japonaise est prête à aller pour recréer une idée Mm. de société parfaite. Comme tu disais, on a une image du Japon qui est très travailleuse. Et ça me fait aussi penser au fait que Ozu voulait absolument tout tourner en décor dans des studios et que le caméraman l'arrête et lui dit non, attends, s'il y a une chose qu'on peut pas faire dans les studios, c'est des trains, on va filmer de vrais trains, sinon tu vas voir, il y aura un effet dérangeant, on va tout de suite voir que c'est du fake. Oui. Ah oui. On va tout de suite voir que c'est pas un vrai train. Ça, c'est vraiment un truc que j'adorais. Ça, c'est un truc aussi assez formidable. C'est la manière, en fait, où le, on va dire, le caméraman dit qu'il s'efface et en même temps, il apporte des choses à Ozu et Ozu lui apporte des choses. Il y a quelque chose d'assez beau là-dessus. Et j'aime beaucoup la manière dont, ce qu'il dit à propos d'Ozu, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement réservé qui disait ouais, mais c'est pas mal, mais il disait jamais c'est génial, tu vois. Il y avait quelque chose Mm, espèce ouais. de truc. Alors que moi, je ne trouve absolument pas toxique parce qu'il y a des cinéastes insupportables qui sont comme ça, qui peuvent être vraiment c'est de la merde, c'est pas ce que je veux, machin. Bon, voilà. Mais non, on est vraiment dans un truc de mesure. Je sais pas, il y a quelque chose qui relève de la mesure, même dans la façon dont il communique. Et ce qui est très beau, en fait, c'est la fin où il dit il n'y a plus Ozu, quoi.
et c'est tout, et je me sens mal. Il y a vraiment un moment, et en fait, il y a un moment où il dit arrêtez, voilà, on arrête, et il repart après, et il redit on arrête, et il recontinue à parler, comme s'il pouvait pas s'arrêter aussi de parler d'Ozu, Mm, mm. parce que c'est vraiment très beau quand même cette scène. On voit pas forcément Ozu comme un réalisateur toxique parce que en fait, on se fait une image de lui qui va dans ce sens-là et on le voit dans ses films. Et la manière qu'il a d'utiliser tout le temps une montre avec lui, c'est qu'il est extrêmement perfectionniste, mais Mm. d'un perfectionnisme silencieux en fait. Et donc C'est ça. on lui pardonne. Et voilà, il est tout le temps en train de mesurer chaque plan et ses films, chacun de ses plans est très long. Chacun des plans des films de Zoo est très long, mais en même temps, il est parfaitement calculé. Et donc voilà, c'est cette minutie silencieuse qui, je trouve, correspond parfaitement à l'idée du personnage que véhicule le caméraman lorsqu'il parle de lui. Ouais. C'est pas Kubrick, quoi, c'est vrai. Et, euh, et en plus, il y a un truc qui est assez beau. Ah, tu voulais dire quelque chose, Ouais, Thierry? enfin, je veux dire, c'est une forme de perfectionnisme légèrement rigide quand même, Oui, parce que même s'il en parle pas, enfin, t'as l'impression qu'effectivement le collaborateur, enfin, ce caméraman dit précisément que de toute façon, tout le monde sait comment fonctionne Ozu, sait qu'il a sa façon de travailler et qu'il faut lui faire confiance. On connaît ses films, on sait ce qu'il est capable de faire, donc on y va. Mais il y a ce sentiment de défi de sa part. Il nous parle d'un moment, et c'est pour ça que je dis un petit peu rigide, où Ozu effectivement accepte un peu de se compromettre à certains moments, mais en sachant pertinemment que il s'en fout et qu'il ne respecte pas tant que ça les personnes qui veulent lui apporter des idées parce qu'il considère que la sienne est la bonne. C'est le moment où il lui dit non mais là ta focale elle est pas bonne, tu devrais te changer. Enfin, je crois qu'on parle de focale, oui, tu devrais essayer ça. Et Ozu lui dit ok d'accord très bien vas-y installe-la. Et là c'est ce qu'il explique, il fait, il met un regard dedans, il ne regarde pas vraiment, il fait non tu vois c'est nul, on refait comme moi j'ai dit, hein. Oui, c'est Voilà, vrai. c'est oui. le côté allez, c'est bon, je suis gentil, j'ai fait comme tu avais demandé, voilà. Mais après, Ouais, c'était ça. Ce qu'il explique aussi, c'est que ce qui était impressionnant à ce moment-là, c'est que c'était peut-être l'une des premières fois que quelqu'un défiait, entre très grands guillemets, Ozu. Osait lui dire est-ce qu'on pourrait tenter autre chose. Et donc, même si au final, il ne fait pas vraiment enfin, preuve d'une certaine ouverture, hein, parce il ne regarde pas, c'est ce que dit la personne. Il est là, enfin, il te fait quand même comprendre que oui, si l'idée était pertinente et si je considérais qu'on pouvait la questionner, je t'aurais écouté. Donc peut-être que à ce moment-là, on aurait dû le faire plus souvent pour apporter autre chose, mais ben, en même temps, on fait confiance à ce metteur en scène qui sait pertinemment où il va et pourquoi il y va. Donc voilà, c'est pour mm, ça, je trouve que c'est un perfectionnisme à la fois silencieux, mais aussi avec quelques biais que l'on aurait pu ressentir si peut-être que si beaucoup d'autres personnes avaient remis en cause ce perfectionnisme en essayant d'apporter quelque chose, Ozu serait devenu un réalisateur plus insupportable que ça. Ça, on n'en a pas la C'est preuve. vrai. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, n'ayant oui, jamais été contredit, il n'est jamais entré dans le conflit. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que ça correspond à l'image qu'on s'en fait à travers le Donc, visionnage tout du à fait, ça documentaire. rejoint tout à fait ce que tu dis. ouais. Non, et un truc que je trouve aussi assez magnifique dans le film, c'est ce qu'il y a sur la tombe d'Ozu, cette idée que en fait, il a pas mis son nom, il a mis vide. Vide, rien, quoi. Il y a plus rien. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve assez fort, symboliquement. Euh, et puis il y a cette scène aussi où l'acteur donc qui est interviewé euh, vient et plan fixe, et on le voit en train de passer de l'eau autour de la tombe d'Ozu. Euh, Il y a quelque chose, ouais, de. En fait, c'est très beau la manière dont Wenders traite l'absence d'Ozu, le fait qu'il soit plus là, et en même temps le fait qu'il soit encore là, d'une certaine façon. Et parce qu'en fait, Ozu serait peut-être finalement une idée, quelque chose qui reste. Et je pense que c'est ça que raconte la tombe aussi, c'est que même s'il n'y a plus rien, il y a toujours Ozu qui reste, et on en parle, on continue à en parler. Euh, il y a tout, et d'ailleurs, on le voit, et c'est assez beau. Il y a cette scène où on voit l'acteur qui se fait prendre en photo avec des jeunes. Euh, je trouve ça vraiment magnifique, en fait, parce que ça va à l'encontre de ce que disait Voyage à Tokyo, par exemple. Y a-t-il un mot de la fin concernant Tokyo Ga ou est-ce qu'on s'abandonne sur ces quelques paroles? Je tiens juste à dire que je n'ai pas trop compris le fonctionnement du pachinko. Oui. Euh,
Ah Écoute, non, c'était pas. si un jour tu vas au Japon et que tu essayes, dis-moi parce que j'ai essayé aussi. Alors, le Oui. principe, pour avoir essayé et pour en plus, je crois que j'ai gagné et c'est ça qui est agaçant parce que, ils m'ont poursuivi dans le pachinko la dernière fois que j'y suis allé en me disant: «Non, non, mais revenez, venez échanger vos trucs» et vu qu'on n'arrivait pas du tout à se comprendre, je suis quand même parti. Mais, Ah, ils avaient l'air de me en oui, fait, si tu veux, c'est que je suis, il y a des enfin, donc en gros, tu as ce principe de billes, tu mets un billet à l'intérieur de ta machine, ça te fait tomber des billes que tu dois réussir à mettre dans un orifice à un endroit précis. Les billes s'envoient de manière régulière et toi, tu ne fais que contrôler l'intensité avec laquelle elles sont envoyées. Si tu arrives à trouver le pattern, d'accord. en gros, qui les envoie à chaque fois au bon endroit, tu ne bouges plus normalement et tu laisses, les billes aller à cet endroit-là et ce qui fait que ton gain monte, tu peux le retransformer en nouvelles billes pour continuer à jouer donc à ce moment-là, bah, il biaise un petit peu au niveau de l'envoi, la donnée que toi tu envoies initialement et ou sinon tu choisis de le transformer, en sous. Après le principe du pachinko, enfin ça c'est assez marrant, ça faut y venir. C'est là une contradiction qu'on ne dit pas, là on sort totalement du film mais c'est important de le dire. Heu, les jeux d'argent sont interdits, totalement interdits au Japon. Cependant, le pachinko est un jeu d'argent avec lequel on gagne vraiment de l'argent et par une technique qui est assez amusante. Alors nous, on n'a pas gagné assez pour l'avoir. La première fois que j'y suis allé, on nous a fait échanger, je crois, les sous contre des barres chocolatées, des boissons. Voilà. Ce qu'on avait gagné et la fois d'après, là, je ne sais pas. Du coup, ils nous ont dit: «Revenez jouer à la machine, vous voyez, il y a du crédit», on comprenait rien. J'étais avec mes parents qui, étaient très parce que c'est très, très, très bruyant, hein, le pachinko. Toutes les machines qui sont à fond la caisse, tu entends tout, donc Mmh. ils en pouvaient plus. Je fais: «Bon, on a parié 2000 yens, l'équivalent de 15 €, bon, on va partir, c'est pas grave», mais si ça se trouve, on avait gagné beaucoup plus. En tout cas, dans le principe, normalement, tu échanges, tes gains contre une peluche, un jeu de société ou un truc qui a une certaine valeur et après tu sors du pachinko et tu pars dans la ruelle en face et dans la ruelle en face, il y a des petits guichets où tu as juste des mains qui sortent comme ça du mur et tu Mhm. donnes le cadeau, à la personne qui te redonne de l'argent. Voilà. Donc si jamais tu Mmh. gagnais énormément d'argent au pachinko, ben, en fait, tu gagnes juste un gain parce que tu n'as pas le droit de gagner de l'argent et après tu vas rééchanger ce gain contre la monnaie qu'on te donne derrière. C'est comme ça qu'ils arrivent à blanchir la monnaie, voilà. Il y a plein de petits, trucs comme ça, assez amusants au Japon. Mais donc du coup, voilà, je crois avoir à peu près capté comment ça marchait, mais je suis pas certain de ce que j'avance, Camille. Bah écoute, merci beaucoup pour ces explications. Bah, Il merci, faudra que tu ailles c'est essayer le étonnant. pachinko. Avec grand plaisir. Donc voilà, si vous voulez être curieux sur ce qu'est le pachinko, ce qui, sont les trains au Japon, ce à quoi ressemble réellement aussi, le Japon dans ce qu'il y a de plus beau, mais aussi de plus réel, et que vous avez envie de vous plonger dans le cinéma de Yasujiro Ozu en prenant une porte extérieure qui vous, remet, dans les rails, Tokyo-ga est tout à fait indiqué. C'était l'épisode 5 de Reflet. Voilà, on commence à être un petit peu plus rodé, hein, et à comprendre un peu mieux notre formule. On a parlé aujourd'hui de Conan de Bertrand Mandico, de La Chimère d'Alice Rohrwacher et de Perfect Days et Tokyo-ga de Wim Wenders. Donc 4 films tout aussi importants à discuter. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, discuter avec nous, nous dire ce que vous avez pensé. Voilà, parlez avec nous des films, donnez-nous vos ressentis, contredisez-nous, dialoguons. On est aussi là pour ça. On revient prochainement, sûrement en début d'année prochaine. On espère avec les deux autres camarades de notre équipe, Béa et Samir, sur la prochaine émission. Nous verrons bien qui sera là. Mais en tout cas, Reflet continue normalement, donc tout va bien pour un prochain épisode dès que nous en aurons la force, le courage et les estomacs vides après les repas des fêtes. Voilà. Camille, Nicolas, merci, d'être venus discuter de ces films à mes côtés ce soir et d'être fidèles au poste Merci à Merci à toi toi. pour avoir mené la discussion. Oui, oui, merci. et on finit avec une référence à un absent. Générique.